Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Monde Politique de la radio Watt FM qui émet sur la 100.8 et de la télévision Free TV qui émet sur le numéro 254 du bouquet Canal+, mais aussi sur le multiplex de la TNT au Burkina Faso. C'est une émission qui reçoit les acteurs politiques. Au cours de cette émission aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous quelqu'un qui n'est plus à présenter sur la scène politique et des organisations de la société civile. Il a été l'un des acteurs clés de l'insurrection populaire au Burkina Faso. Il s'agit de M. Hervé Ouattara. Hervé Ouattara qui a présidé le CAR, donc aujourd'hui, qui est le secrétaire national à la jeunesse et à la mobilisation du mouvement patriotique pour le salut, le MPS, un parti qui a été lancé le 27 juillet 2019 à Tinkodogo. Hervé Ouattara, à Monde Politique, nous parlerons de l'enceinte de l'insurrection, mais aussi de l'actualité de son parti, mais aussi de sa vision pour le Burkina Faso. Monde Politique avec Hervé Ouattara, nous lui disons bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Bougma. Merci de venir à cette émission. Alors, la tradition veut que vous puissiez prendre la parole en début d'émission pour un quelconque message que vous voulez adresser à qui vous voulez, avant que véritablement je vous pose la première question. Alors, merci. Alors, moi, ma première parole, d'entrée de jeu, je vais peut-être m'adresser au chef de l'État burkinabé, voilà, et lui dire d'être plus attentif, de tendre une oreille attentive aux cris de ces réfugiés, de ces déplacés que nous avons aujourd'hui, et d'être plus à l'écoute de ces couches défavorables et démunies aujourd'hui qui se trouvent dans le nord de notre pays, et de se battre pour ce pourquoi il a été élu. Ça veut dire faire en sorte que les aspirations profondes du peuple burkinabé trahies jusqu'à présent soient enfin restaurées et tout. Voilà. Merci, c'est votre message du début d'émission. Et la première question, aujourd'hui, il y a 5 ans, l'insurrection populaire est arrivée, Blaise Compaoré est parti. Vous faites partie de ceux qui avaient rencontré Blaise Compaoré dans les dernières heures avant qu'il ne parte, c'était d'ailleurs le 30 octobre. 5 ans après, quels sont les souvenirs que vous gardez? Alors, d'abord, permettez-moi de dire que c'est un souvenir. 5 ans après, on se rappelle toujours des différentes marches que nous avons organisées et les risques que la jeunesse burkinabé dans son ensemble a pris pour dire non à la forfaiture de Blaise Compaoré. Mais également, c'est toujours une fierté pour un jeune comme moi de savoir qu'à un moment donné, à une époque de notre histoire, on a pris notre destin en main, on s'est assumé. Et on a mis fin à une dictature de près de 27 ans. Aujourd'hui, quel bilan on fait? Alors, aujourd'hui, il faut reconnaître que ce sont des larmes. Ce sont des larmes. C'est la déception. C'est des aspirations trahies. Et j'avoue que 5 ans après, on ne s'attendait pas à ça. Parce qu'après l'insurrection, ce qu'on a souhaité, c'était le renforcement de notre démocratie. C'était aussi assister à la construction d'un état de droit et à la réforme de nos institutions. Que la jeunesse burkinabé arrive à proposer une dynamique nouvelle pour son pays, participer à cette dynamique-là. Donc c'est tout un ensemble de choses. Malheureusement, 5 ans après, j'avoue que c'est la déception totale, surtout pour un système qui se veut être un système de changement. C'est vrai, nous avons eu droit au changement, et ces changements, ce sont les larmes. Alors vous dites que ce changement, ce sont des larmes, vous dites que c'est de la déception. La déception à quel niveau? La déception d'avoir fait l'insurrection populaire, ou la déception de ce qui, ou bien c'est ce qui s'est passé après? L'insurrection populaire, si ça réfère, je le réfère. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est notre histoire. C'était une lutte, j'allais dire, contre une tyrannie. C'était une lutte contre une dictature. Et dans n'importe quelle société, lorsque ces systèmes s'implantent, il faut tout faire pour l'arraciner. Donc ce serait toujours avec fierté que nous participerons à ce genre de lutte. Maintenant, c'est le changement que nous avons espéré, qui n'a pas été au rendez-vous. Parce qu'il ne faut pas ignorer que si nous sommes sortis les 30-31
pu demander le départ de Blaise Compaoré, c'est parce que nous avons voulu un changement. Nous avons voulu à un moment donné nous essayer, nous aussi en tant que jeunes, dans une dynamique nouvelle. Nous avons voulu aussi ressembler aux autres pays en termes de démocratie et en termes de participation citoyenne. Nous n'avons pas voulu quand même d'un système qui vienne caporaliser les choses, qui vienne encore rendre à la jeunesse, j'allais dire, cette déception que nous connaissons. Donc je ne regrette pas l'insurrection, mais ce que je regrette aujourd'hui, c'est le changement tant espéré, qui malheureusement s'est transformé en des tueries, n'ont pas fini des fils de ce pays. Chaque jour, nous enterrons nos enfants. Chaque jour, ce sont des larmes. Les Burkinabés assistent impuissants à la déstabilisation de leur pays. Malheureusement, c'est ça qui est la 5 ans. Est-ce que ça, c'est lié à l'insurrection? Pas du tout. Pas du tout. Parce que l'insurrection, c'était le départ de quelqu'un qui avait implanté un système qui suçait le sang du peuple burkinabé. Maintenant, après l'insurrection, c'est le changement que nous voulons. Puisque nous ne voulons plus de ça. On était fatigués réellement de souffrir. Ce que nous voulons maintenant, c'est un changement où les Burkinabés se sentiront dans leur pays, en sécurité, en paix, dans la cohésion, dans la solidarité. Et des Burkinabés qui se prennent main dans la main pour construire leur État, leur pays. C'est de ça il était question. Mais après l'insurrection, on a vu les premières heures, la guerre de succession. Blaise Compaoré a évoqué l'article 43 pour démissionner. Les uns et les autres s'attendaient à ce que Songalo Apollinaire Ouattara, qui était le président de l'Assemblée nationale, selon les dispositions constitutionnelles, prenne la direction pour conduire jusqu'aux prochaines élections. Ça n'a pas été. Alors, maintenant, ce sont des militaires. Pour certains, c'est un coup d'État. Pour certains, ça ne l'est pas. Est-ce que pour vous, c'était un coup d'État? Écoutez, je pense qu'il faut que nous évoluions, je pense, de jour en jour. Voilà. Et je ne vois pas aujourd'hui que ce soit un coup d'État ou pas, ce que ça apporte à notre pays. Mais de mon point de vue, je vais vous dire que le peuple est sorti. Et le peuple voulait finir avec un système. Et Songalo Apollinaire ne se trouvait même plus là. En Blaise par terre. Quand l'Assemblée a été détruite, on ne parlait plus de Songalo. C'est une nouvelle dynamique qui a été engagée. Et aujourd'hui, le peuple dans la rue, à un moment donné, criait changement. Alors, on parle de quoi? On ne peut pas aujourd'hui avoir cette foule dehors qui demande la démission du président, qui brûle l'Assemblée nationale, et qu'on vient ensuite nous dire que c'est le même président de l'Assemblée qui a été brûlé, qui devait suivre, parce qu'il y a un article qui dans une de ses dispositions, dit que ça devait être le président de l'Assemblée, qui d'ailleurs n'était même pas là au moment où on parlait de cette question. Il n'était pas là. Moi, personne ne savait où se trouvait Songalo Apollinaire Ouattara. Parce qu'il devait faire partie des députés qui allaient voter la loi. Ah oui, mais il a été exfiltré. Il a été exfiltré. Personne ne répondait. Alors, nous allons évoluer dans cette affaire de l'insurrection populaire après les 5 ans. Ce qu'il y a aujourd'hui, vous dites, il y a des attaques à répétition. Pour certains, ces attaques trouvent leur germe dans l'insurrection populaire qui a travaillé à fragiliser l'armée, à mettre à mal la cohésion au niveau des forces de défense et de sécurité, mais aussi qui a surtout dissous le RSP, qui était pour eux le rempart face à toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez le même regard? Alors non, pas du tout, parce que je pense que le RSP a été de fait, mais les militaires qui composaient le RSP existent toujours. Ils sont dans les rangs. Ce ne sont pas des gens qui sont morts ou qui ont été irradiés des effectifs. Ils sont là. Donc, comme ils disent aujourd'hui que c'est parce que le RSP n'existe plus que nous n'arrivons pas à faire face, mais je ne suis pas d'accord. Et l'autre aspect, le matériel que le RSP utilisait, ça n'a pas été volé, ça est là. Donc les mêmes personnes sont là. Donc on peut toujours les utiliser. Donc c'est un faux problème, je crois que c'est un faux débat. Par contre, ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'à un moment, il y a eu de la négligence dans la gestion de la chose publique. Vous savez, quand le régime Compaoré est arrivé au pouvoir, comme je le disais tantôt, on s'attendait véritablement à un changement. À tous les niveaux. Malheureusement, le laxisme, l'inégalité sociale s'est exacerbée précisément dans le Nord. Parce que le régime Compaoré s'est plus focalisé sur, j'allais dire, la promotion des amis, la promotion d'un certain nombre de personnes qui étaient favorables ou qui ont peut-être financé leur campagne et tout. Mais ils ont perdu de vue le fait qu'il y a une lutte
voilà, qui les a amenés, et qu'au cours de cette lutte, il y a un peuple qui attendait quand même que les aspirations profondes soient remplies. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors quand ils sont venus, et si vous remarquez jusqu'à aujourd'hui, rien n'a pratiquement changé dans la gestion de la chose publique. Pire, quand on dit certains jours, on est découragé. Je reviens un peu sur la question du RSP. Je lisais dans l'économiste de Faso que le ministère de la Défense avait dans l'exercice du budget passé, plus de 200 milliards qui n'ont pas pu être gérés convenablement parce qu'il y a eu un reliquat de près de 100 milliards. Alors donc le budget a été réduit à 100 milliards pour l'exercice à venir. Mais quand j'ai vu ça, je suis tombé des nues. Pendant qu'on parle par exemple de manque de gilets pare-balles, de manque d'armes, de matériel de façon générale, qu'on se retrouve avec un ministère de la Défense et avec M. Chérif Sy en tête comme ministre d'État, et qu'on soit obligé de retourner de l'argent parce qu'on n'a pas pu dépenser tout ce qu'on a alloué au ministère de la Défense. C'est écœurant. Pendant que des militaires meurent sur le terrain chaque jour, pendant que des jeunes meurent, je vous dis des jeunes qui n'ont souvent même pas mon âge, qui meurent par défaut de matériel, et que le ministère en charge de la Défense a un budget qu'il n'arrive même pas à évacuer. Et ça, c'est un problème. Vous ne trouvez pas? Pour un pays qui vient de quitter une insurrection, pour un pays aujourd'hui qui a mal à sa sécurité, il y a quoi quand même s'inquiéter? Donc, je pense que la question de l'insécurité n'a absolument rien à voir avec la destruction du RSP, encore moins l'insurrection. Mais nous avons seulement des dirigeants qui n'ont pas pris la mesure réellement de leurs responsabilités, qui n'avaient pas un programme réel, une vision réelle pour le Burkina quand il venait, qui était en manque d'inspiration quand il venait. Donc du coup, voilà, nous avons ce que nous connaissons sur le terrain. Alors Hervé Ouattara, les premières attaques terroristes sur le sol burkinabé ont commencé pendant la transition, donc en avril 2015 avec l'enlèvement du Roumain, Julian Gergout au niveau de Tambao. Ça est suivi avec les attaques qu'on a eues de la gendarmerie d'Oursi. Après, c'était à Samourgouan. Tout ça, c'était effectivement sous la transition, avant qu'on arrive à 2016 avec l'attaque du café-restaurant Cappuccino. Alors, autant dire que les signaux ont été déjà donnés au niveau de la transition, que ce n'était pas évident pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour pouvoir contenir les choses? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été déjouées sur la transition. Énormément de choses. Parce que tout simplement, il y avait un dispositif qui avait été mis en place qui permettait et à l'armée, et au FVDS et aux civils de coopérer et de travailler main dans la main pour avancer. Et je crois également que quand la transition a pris fin, il y a eu quand même des échanges entre, je pense, le général Isaac Zida et le président Roch par rapport à ce phénomène. Et des échanges. Et si j'ai bonne souvenance, il y a eu une rencontre à Paris où des conclusions ont été tirées sur la question du terrorisme au Burkina Faso. Donc je me suis moi-même fait obligation d'aller donner les résultats de ce qui a été dit au président de la République, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Et ça, c'était avant que les attaques même ne continuent, ne se répandent vers l'Est. Les résultats disent quoi? Les résultats disaient juste que c'est des gens, bon, en fait, de façon ramassée, nous étions pratiquement en face d'une insurrection armée et que, de toute évidence, les méthodes opératoires étaient loin d'être des méthodes des groupes terroristes que nous connaissons. Mais c'est des gens qui vont essayer d'occuper le terrain et que probablement ils vont occuper les zones qui leur sont favorables pour pouvoir étendre leurs tentacules à tout le pays. Mais ce qui les intéresse, c'est Ouagadougou, parce qu'ils attendent le bon moment pour pouvoir opérer, j'allais dire, des actions imparables sur la capitale. C'est ce qui a été dit. Et c'était lors d'une discussion. C'est un résumé. Qui sont ceux qui étaient réunis? Alors, il y avait tellement de monde, je ne pourrais pas les citer, mais c'est une étude, voilà. Et je crois qu'en son temps, le résumé, j'ai donné au président. Je le fais. C'est pour dire que ce que chacun peut faire, il le fait. Ça a été fait. Alors, maintenant, lorsqu'on prend un État, lorsqu'on prend un pays, et qu'à un moment donné, on estime que
ceux qui sont à côté ou ceux qui se sont battus hier ne connaissent rien et que nous maîtrisons tout et que nous pouvons mettre les hommes qu'il faut pour pouvoir avancer, alors on suit. Mais lorsque le chef de l'État, quand il est venu, tout ce qui s'est passé dans ce pays est loin d'être la réconciliation. Tout ce qui s'est passé est loin d'être la sauvegarde de l'unité nationale. Quand ils ont pris possession aujourd'hui du pouvoir d'État, la première des choses d'abord, c'est matraquer la transition. C'est salir tout ce qui pouvait les aider. Ils ont essayé de mettre des pots de banane sur toutes les routes. Et quand tu n'es pas avec eux, on te montre une histoire grotesque pour te déstabiliser. Ils ont trimballé tous ceux-là, tous ces fils de ce pays qui étaient à même de les aider à construire une dynamique sociale plus viable. Mais qu'est-ce qu'on veut? Et pire, ils ont fait monter des coloraux qui étaient à l'air solde et à longueur de journée qui humiliaient les gens dans ce pays. Souvent à tort ou à raison, peu importe, chacun peut discuter. Mais nous avons vu ça ici. On a vu également des peuples décimés dans des endroits sans que l'État central ne lève le doigt. Mais on ne peut pas être dans un État dit démocratique et voir des peuples massacrés de cette façon et croire que les familles, les enfants de ces personnes tuées là vont rester silencieux. C'est pas possible. Donc il faut se dire que ce qui arrive, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion. C'est la conséquence d'un manque de vision des personnes qui ont pris le pouvoir, qui à un moment donné ont fait croire réellement qu'ils avaient la possibilité d'unir les enfants de ce pays, qu'ils avaient la possibilité de construire le pays. Alors, sous la transition, nous avons vu des organisations de la société civile qui parlaient d'une même voix, qui parlaient le même langage, qui ont marché ensemble. Mais quelque temps après, c'était la division, c'était les séparations. Est-ce que cela n'a pas contribué également à durcir davantage les positions? Parce que des gens qui ont marché ensemble hier, aujourd'hui, se regardent en chien de faïence. À peine, ils se disent bonjour. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait également qu'il y a une politique qui a été développée depuis le défunt Salif Diallo, paix à son âme, qui consistait à salir les organisations de la société civile, parce que pour eux, la société civile ne devait plus avoir la même force patente. Ça veut dire qu'on ne devait pas avoir cette société civile forte, réunie, qui allait être une entrave à leur gestion. Il fallait forcément casser la société, c'est ce qui a été fait. Ils ont pris les gens individuellement et on a essayé de faire un travail de sabotage, un travail de... comment on appelle ça, je veux dire en fait d'extermination entre griffes des OSC. C'est ce qui s'est passé. Je ne voulais pas dire le mot, mais c'est ça. On a exterminé les OSC. Voilà. D'ailleurs, les OSC qui se sont entrés là-dedans, vous avez créé Boribana après l'opération Dignité qui a été créée. Oui, mais c'est ça, je vous dis. Pourquoi? Parce que quand on a créé Boribana, c'était pour dire que nous n'étions pas d'accord avec quelque chose. C'est pour dire qu'en fait, on était fatigué de cette façon de gérer qui était basée sur la délation, le mensonge, la gabegie, la corruption. Parce que ce qu'eux-mêmes ils ont dénoncé, c'est qu'ils ont pris comme agents comptants pour combattre la transition, mais ils font pire. Ils font pire. Il n'y a pas ce jour qu'on ne voit pas dans un journal qu'un ministre est en train de faire ceci, un ministre est en train de faire cela. Il y a des ministres qui sont allés même louer des maisons ou prendre des filles, mettre dedans et mettre des policiers devant la porte. La population s'est rébellée. On a vu ça ici également. On a vu. Alors, je viens. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous avons créé Boribana, c'était pour dire non, il faut arrêter tout ça. On a quitté ensemble. On a essayé de faire quelque chose ensemble. On veut construire quelque chose ensemble. La promesse de départ, ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Il faut que nous changions la donne si nous voulons avoir la caution de la population, si nous voulons réellement construire ce pays. Donc, arrêtons. Mais, comme toute attente, Dignité est sortie. Mais c'était une fabrique du régime en place. Tout le monde savait où se trouvait, se menaient les rencontres de Dignité. C'était chez Mme Sarah Sérémé. Qui finançait Dignité? Ils savent également qui finançait. Nous sommes au courant de tout. Mais la Dignité est sortie pour moraliser l'espace public. Oui, c'est ce qui a été dit. Voilà. Mais entre nous, en réalité, le problème se trouvait où? Ce n'est pas à nous, notre niveau, les OSC, c'est eux à leur niveau. Et aujourd'hui, Boribana n'existe pas. Dignité n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à leur fin. On s'est massacré. Après, ils ont le boulevard pour gérer les pouvoirs.
Les OSC, nous sommes discrédités parce que la population ne veut plus sentir, ne veut plus entendre parler des OSC. Alors du coup, ils ont le boulevard. Dites-moi aujourd'hui, quel OSC peut sortir et mobiliser qui dans ce pays? De vous à moi. C'est très difficile. Il ne faut pas qu'on se leurre. Parce que le travail a été fait pour que cela arrive. Et c'est arrivé. C'est malheureux. Et le pays aujourd'hui est attaqué. On parle d'unité. Mais quelle unité? On se focalise sur quoi pour parler d'unité aujourd'hui? Justement, c'est cette position des insurgés qui, à un moment donné, n'a pas facilité les choses. Donc, des jeunes qui ont marché ensemble et à un moment donné qui arrivent effectivement à se combattre. Vous avez dit que c'est par le prisme de manipulation des hommes politiques que vous êtes arrivé à une telle situation. Alors, aujourd'hui, certains tentent de se remettre ensemble. Est-ce qu'on pourrait avoir un jour ces mêmes OSC-là encore ensemble pour parler le même langage et comme cela a été au cours de l'insurrection populaire? Pourquoi pas? Vous savez, lorsque le pays est en face, le pays a besoin réellement de ses enfants, on est obligé d'être au rendez-vous. On n'a pas 2 pays, on n'a pas 3 pays. C'est le seul Burkina. Donc, si réellement le danger se fait sentir, on est obligé d'être ensemble. Ça, au moins, c'est clair. Mais il y a des démarches qui ont déjà commencé dans ce sens. C'est vrai qu'on a vu Pascal Zaïda et puis Marcel Tankwano ensemble, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas les deux seuls. Oui, la difficulté aujourd'hui, c'est quoi? Chacun, vous savez, la vérité, c'est que chacun a son bord. Même ceux qui disent en haute et intelligible voix comme étant des OSC crédibles, chacun a sa voix, mon frère. Je vous dis ça aujourd'hui. Nous savons la vérité, nous savons qui est qui dans ce pays. Souvent, ça fait mal quand tu vois quelqu'un qui porte sa veste, il vient avec les cravates partout et il séduit les plus dignes et les plus intègres dans ce pays. Ça fait mal. Mais tu regardes, tu souris et tu passes. Mais nous savons tous que chacun a son bord. Alors aujourd'hui, dites-moi, qui laisse son bord pour suivre qui? C'est ça. Parce que même quand ceux-là qui viennent avec de la bonne foi vers vous et qui vous disent sauvons le pays, ils ont toujours les calculs. Ils ont toujours les calculs. Et ils ont toujours fait de telle sorte que quand vous finissez, vous regrettez ce que vous avez fait. Parce qu'en fait, ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir, ils ne sont pas venus pour la promotion de la jeunesse. Ils ne sont pas venus pour laisser la place à la jeunesse. Ils ne sont pas venus aujourd'hui pour voir des jeunes émerger. Loin de là. Parce qu'ils sont aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Voilà des gens qui n'ont jamais été héros dans leur génération, qui n'ont jamais pu s'assumer dans leur génération, parce que Blaise les a tous inquiétés. Ils étaient incapables, sous Blaise Compaoré, il y a 27 ans de cela, depuis 83, c'est les mêmes qui sont là. Ils étaient incapables d'affronter Blaise Compaoré, incapables de regarder Blaise Compaoré dans les yeux pour lui parler. Mais c'est des champions aujourd'hui, les grands héros dans la génération de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Vous pensez que ça, c'est des hommes, ça? Non. Moi, je préfère être héros dans ma génération et expliquer ça à mes enfants pour qu'ils s'assument dans leur génération. Mais je ne vais pas laisser quand mes enfants vont grandir pour aller occuper la place que mes enfants devraient occuper et me battre la poitrine pour dire que je suis celui-là qui voilà. Donc, c'est tout là le problème. Des gens qui ont écrit l'histoire de ce pays pour eux-mêmes jouer un rôle. Parce qu'en réalité, derrière eux, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien derrière eux. Il n'y a rien. Certains ont profité juste de la lutte de cette jeunesse. Des acquis de la lutte de cette jeunesse pour se hisser aujourd'hui un héros incontesté, incontestable au Burkina aujourd'hui. Tant dont on clame partout les comportement de Superman et tout. C'est regrettable. Alors, permettez-moi que je vous dise ce matin que avec ces gens de personnes à la tête de notre pays, cette jeunesse ne pourrait jamais se réconcilier. Il ne nous laisse qu'un an. Les jours n'arrivent. Alors, mais aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont mélangé presque tous les partis politiques. Ils ont tout mélangé. Parce que ce qui les arrange aujourd'hui, que les CDP se battent à mort. Ça, c'est déjà fait. Les CDP sont en train de s'égorger. Le parti au pouvoir se frotte les mains. Mais est-ce que c'est le parti au pouvoir qui l'a orchestré? Non, ça je ne sais pas. Mais je vous dis que ça les arrange. Nous sommes en politique. S'il y a un an des élections, les CDP se mangent
et que quand on regarde aujourd'hui au niveau du chef de file de l'opposition, rien ne bouge, alors vous pensez que ça profite à qui? C'est à ceux qui sont là, mais ils ont travaillé pour également. Ils ont travaillé pour ça, il faut le dire. Alors ils ne sont pas venus pour faire un mandat et partir, parce que de toute évidence, ça a été des calculs jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut accepter un moment que le combat n'est pas terminé et que la jeunesse a intérêt. Soit elle se décide à s'autodéterminer, à activement prendre part à la gestion de la chose publique, à se décider, à s'assumer politiquement. Soit elle est vouée, elle est condamnée à élire encore ses grands-parents à la tête des États et aller prendre 1000 francs, 10 000 francs pour soigner leurs enfants. Alors comme moi, je ne veux pas non plus être de cette jeunesse mendiante-là, je préfère m'assumer. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une belle transition que vous faites. Vous dites que vous avez préféré vous assumer. Je rappelle à ceux qui nous suivent en radio que vous êtes, notre invité du jour, c'est M. Hervé Ouattara. Il est le secrétaire national à la jeunesse et à la mobilisation du MPS, donc le mouvement patriotique pour le salut, dirigé par le professeur Augustin Loada. Alors, du CAR au MPS, parce que ça fait 3 organisations différentes, collectif anti-référendum, citoyens africains pour la renaissance, maintenant c'est le MPS. Alors, est-ce qu'on pourrait dire maintenant que Hervé Ouattara a fait un choix réaliste? Je pense qu'il y a une logique de combat. Une logique de combat. Il y a une logique de combat. J'ai commencé effectivement dans le collectif anti-référendum, c'est pour, comme j'ai dit, répondre à une nécessité du moment. Alors après, nous sommes devenus citoyens africains pour la Renaissance, qui répondait plus à une vision panafricaniste de la chose et qui, pour nous, devait regrouper, j'allais dire, tous ces jeunes qui voient l'Afrique autrement, qui étaient prêts à s'engager pour se battre autrement. Et pour une, j'allais dire, un autre, comment on appelle ça, un autre modèle de jeunes, voilà, en Afrique, soucieux de son développement et de sa démocratie et tout. Voilà. Aujourd'hui, je suis en politique parce que quelque part, je partage, comme je l'ai dit, j'ai une vision. Et j'ai une histoire qui, d'ailleurs, pour moi, a été plus importante dans une période donnée depuis l'insurrection. Et je partage les succès, les insuccès, voilà, de cette période avec des gens, avec des camarades, avec des personnes. Et lorsque je vois que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons construit est en train d'aller comme en cendre, alors il est de notre devoir quand même de dire à un moment qu'il faut trouver une alternative viable. Et voilà pourquoi je suis au MPS aujourd'hui, pour apporter également, j'allais dire, une solution à la question burkinabé. Pourquoi le MPS? Parce qu'il y a plusieurs partis politiques au Burkina Faso, des anciens comme des nouveaux. C'est ce que je dis en fait. Le MPS tout simplement parce que quelque part, et alors j'ai une vision, voilà, différente. Quelle est l'originalité de votre voix, nouvelle voix? En fait c'est simple, parce que vous savez aujourd'hui, pour nous, la création du MPS répond d'abord à un besoin, comme nous avons dit. Quand on fait une étude de terrain ici, il y a plein de partis politiques. Il y a beaucoup de partis politiques, mais dans le fond, beaucoup également de ces partis politiques ne répondent même pas aux besoins de leur propre statut, ne répondent pas réellement, j'allais dire, aux règlements imposés aux partis politiques. Donc il y a beaucoup qui ne fonctionnent même pas comme étant des partis politiques. Il y a beaucoup qui ne participent pas non plus aux élections. Beaucoup ont été créés qui ne participent pas aux élections. Les autres partis que nous connaissons, ce sont des partis qui datent, qui ont beaucoup duré, dont dans les discours, les comportements et les représentations sont surannés. Aujourd'hui, l'originalité de la chose, c'est qu'il faut une autre voie pour capitaliser la lutte que nous avons engagée depuis des années. C'est comme je le disais, aujourd'hui, nous devons prendre sur nous les succès et les insuccès d'une lutte passée et proposer aux Burkinabés une nouvelle voie, différente des discours que nous avons connus depuis des années et qui continuent aujourd'hui. L'originalité réside dans le fait également que le MPS aujourd'hui se positionne comme étant le parti qui offre à la jeunesse la possibilité de se réaliser, de s'autodéterminer, de réfléchir par lui-même, de s'engager dans la voie de développement et de participer activement dans la construction
d'un autre État, d'un autre Burkina. Donc, je vous dis aujourd'hui que c'est l'ensemble de toutes ces données qui fait qu'aujourd'hui le MPS se positionne comme un parti, j'allais dire, différent de beaucoup d'autres partis. Alors, presque tous les partis politiques disent cette même chose, aider la jeunesse à se relever et tout, mais à l'arrivée, dans les partis politiques, on voit également que cette jeunesse n'est pas véritablement dans de bonnes positions. On a vu la guéguerre qui se passe au niveau du parti au pouvoir où il y a des jeunes qui sont frustrés. Au CDP, on a ce problème avec des jeunes qui sont frustrés et j'en passe. J'en oublie. Comment est-ce que chez vous l'originalité pourra être faite? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes et comment est-ce que ça va se passer de façon concrète pour que le jeune puisse être conscient qu'il doit s'engager? D'abord les acteurs. Regardez par vous-même les acteurs qui animent le MPS. Ces acteurs sont en majorité jeunes, pour ne pas dire qu'ils sont tous jeunes. Ça, c'est un parti de jeunes. Secondo, ce n'est pas des acteurs qui ont animé la vie politique il y a des années. C'est de nouveaux acteurs qui ont essayé, qui sont, pour certains, qui sont expérimentés dans l'administration, certains dans la politique. Est-ce que nouveaux acteurs, ça ne fait pas amateurisme quand même? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et comme je vous le dis, c'est des gens qui ont eu des expériences dans certains domaines. Certains dans la politique, certains dans l'administration, certains dans l'armée. Et c'est tout ça qui fait la force du MPS aujourd'hui, comme un parti, non seulement de jeunes, mais capable quand même de proposer une nouvelle voie. Je vous dis aujourd'hui qu'au MPS, c'est la jeunesse qui l'allume, qui anime le parti. C'est cette même jeunesse qui s'organise aujourd'hui à travers le pays pour permettre à ce parti de se hisser au sommet de la magistrature suprême. Cette jeunesse est consciente de sa responsabilité et de son rôle dans le développement de cette société. Et cette même jeunesse sait aussi que c'est à travers réellement cette nouvelle voie, cette nouvelle possibilité, qu'elle a la possibilité effectivement de se positionner aussi comme étant un Burkinabé doté d'une conscience, d'une réflexion et bâtir, j'allais dire, un État dont nous avons toujours rêvé. D'ailleurs, si vous vous souvenez de la période de la transition, il y a eu cette même jeunesse qui a prouvé, qui a essayé et qui a engagé un certain nombre de choses quand même sur la transition. Non seulement en termes de cohésion sociale, en termes d'implication, j'allais dire dans la gestion même de la chose publique, en termes de défense de nos acquis et j'allais dire même de l'indépendance même de notre pays. Cette jeunesse l'a démontré. Donc c'est cette même jeunesse aujourd'hui qui est en train de se battre pour le MPS aujourd'hui et au sein du MPS. Alors, est-ce que vous avez bien pu vous positionner au niveau du Burkina Faso après le lancement le 27 juillet 2019 à Tiankodogo? Aujourd'hui, vous êtes à combien de régions, pour ne pas ou de provinces? Alors, c'est comme je vous dis que c'est un parti de jeunes. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux avec certitude vous dire que la jeunesse l'a adopté. Nous sommes presque partout au Burkina Faso aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà fait le point pour savoir à combien de militants vous êtes? Aujourd'hui, je ne puis le dire. Parce que chaque jour, les statistiques augmentent, les choses changent. Et actuellement, si vous remarquez, il y a le parti s'implante un peu partout, jusqu'au tréfonds de Burkina Faso. Chaque jour, vous verrez qu'il y a une nouvelle structure qui s'est installée, soit dans un village, soit dans une province. Et actuellement, je puis vous dire que contre toute attente, c'est comme le vent. Le parti est parti très vite. Depuis sa création, la jeunesse a adhéré, les femmes ont adhéré, les vieux ont adhéré. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est avec satisfaction que nous sommes sur le terrain. Alors, après le lancement, il était prévu un congrès qui allait intervenir, mais jusqu'à présent, le congrès tarde. Pourquoi est-ce que ça tarde? Non, c'est comme je dis, au MPS, nous sommes un parti organisé. Nous sommes un parti organisé. Pour l'instant, ce qui est une priorité, c'est l'implantation de nos structures et nous sommes là-dessus. Je crois que bientôt, le congrès se positionnera. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est une instance importante de notre parti. Et actuellement, je pense que la direction du parti est là-dessus. Mais notre priorité pour le moment, c'est l'implantation de nos structures dans les villages les plus reculés de Burkina Faso. Et déjà, ça s'est fait parce que personnellement, j'étais même jusqu'à Dano, non pas Dano, jusqu'à Batié. Dano, Djebougou, Gawa, Batié, vous pouvez vérifier, les archives sont là. Et tout ça, tout le sud-ouest. Vous prenez aujourd'hui le Mouhoun, vous pouvez vérifier également. Vous prenez à partir de Haut-Bassin, vous pouvez vérifier. C'est des choses qui sont claires, qui peuvent être vérifiées. Donc, la priorité, c'est de finir avec l'implantation de nos structures.
Et vous verrez réellement ce que vaut le MPS après ça. Et je pense que le Congrès, si tout va bien, se tiendra dans les délais que la direction indiquera. Alors, Zida comme président d'honneur, Zida comme candidat en 2020 pour vous? C'est la meilleure option. Aujourd'hui, qui plus que Zida peut gérer ce pays? C'est la meilleure option. Il va être votre candidat? En tout cas, moi, oui. Mais pas le parti. Pour le moment, le parti, c'est comme j'ai dit, le parti, c'est un parti qui a ses instances. Seules les instances du parti peuvent désigner qui va être candidat. Donc, pour l'instant, je ne peux pas me permettre de parler à la place des instances du parti. Donc, j'attends que le Congrès se réunisse et qu'au Congrès, maintenant, on puisse en discuter et voir qui peut être notre candidat. Mais moi, Hervé Ouattara, je pense que l'idéal, le meilleur candidat pour notre pays aujourd'hui, c'est Yacouba Isaac Zida. Alors, vous le dites alors que vous n'êtes pas un petit pion au niveau du parti, vous êtes secrétaire national à la jeunesse et à la mobilisation. Ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas une voix qui compte quand on sait également vos relations avec l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida. Oui. Ça veut dire que c'est une parole quand même qui fait foi. Mais si ma voix peut porter jusqu'à ce point et que j'arrive à influencer les instances du parti et que au final Zida est notre candidat, je dirais Dieu merci. Parce que c'est la voie du salut, c'est la voie pour notre... Voilà. Mais est-ce que le président Donald lui-même serait disposé à être votre porte-voix? Je pense qu'en son temps, il le dira. En son temps, il donnera sa position, mais tout compte fait. Je crois que moi, je pense qu'il doit l'être. Et l'autre chose, c'est que je sais que c'est quelqu'un qui a toujours aimé son pays. C'est quelqu'un qui a toujours été au chevet de son pays. Donc ça m'étonnerait que Yacouba Isaac Zida refuse de venir au secours de son pays à une période aussi sensible que maintenant, où nous avons vraiment besoin de lui. Mais devons-nous comprendre que c'est lui qui a d'ailleurs suscité la création du parti? Alors, je vous ai dit que le parti aujourd'hui a été constitué entre des personnes qui, à un moment donné, ont estimé, ont vu le besoin réellement d'aller à une voie qui puisse permettre au Burkina de sortir de l'ornière. Pourquoi vous ne le dites pas directement et puis bon, pour une bonne fois pour toutes? On ne fait pas quoi? Dites directement que c'est lui qui l'a suscité. Alors, vous savez, c'est comme j'ai dit. Dit que Yacouba Isaac Zida a créé le parti, il a pris les gens, il a mis, c'est insulter les gens. Je pense aussi que nous sommes des gens qui réfléchissons, qui savons ce que nous voulons pour notre pays, qui partageons des objectifs, des valeurs, des principes. Et à un moment, quand on se retrouve, on décide d'aller à quelque chose, on part ensemble en toute conscience. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est d'abord des gens qui se sont retrouvés. Maintenant, si nous pensions qu'il y a quelqu'un qui peut réellement être le porte-flambeau, qui peut faire avancer la chose mieux, alors nous faisons appel à cette personne. Donc il n'y a pas à vouloir forcément voir la personne de Yacouba qui manipule tout par-ci, qui manipule tout par-là. Non. Et comme il a toujours été depuis la transition, c'est comme ça, il est même dans le parti, il est militant comme tout le monde. Voilà. Il est soumis aux mêmes droits et devoirs comme tout le monde. Comprenez? À un moment, lorsque le parti se trouvera dans ces instances et qu'on estimera que Yacouba Isaac Zida est la personne, comme je pense qu'il est la personne indiquée, alors il serait porté comme candidat par le parti et par d'autres organisations même de la société civile. Mais il n'est même pas encore entré. Puis Mais il ne faut pas vous presser. Parce que nous voyons aussi que des gens font la campagne pour démobiliser nos militants en disant qu'il ne rentrera pas. Non, c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé et qui a été toujours soucieux du bien-être de son pays, du devenir de son pays. Et pour rien que pour ces raisons, il rentrera. Donc il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Il rentre quand? Je ne saurais vous le dire. Vous dites qu'il va rentrer alors que 2020, c'est, comme on le dit, c'est à côté. Nous sommes dans les derniers... Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que nous sommes un parti organisé. Et nous savons ce que nous voulons. Donc rassurez-vous sur ce point. Il rentrera, mais quand je ne saurais vous le dire. Monde politique avec Hervé Ouattara se poursuit. Nous allons passer à une autre rubrique, c'est votre lutte anti-CFA. Vous constituez avec l'urgence panafricaniste de Kémy Séba. Votre combat contre le franc CFA. Aujourd'hui, les lignes ont bougé. Est-ce que vous êtes satisfait de comment est-ce que les lignes ont bougé au niveau de la sous-région où les chefs d'État se sont rencontrés à plusieurs reprises pour parler? Il y a déjà un nom qui a été trouvé, ECO. Est-ce que vous êtes satisfait des démarches qui sont entreprises pour arriver au choix du nom et les autres éléments qui restent à travers le siège et tout ce qui reste? Alors, vous
vous savez, d'abord, il y a une chose qui est importante. Depuis que l'urgence panafricaniste a commencé le combat, les lignes ont bougé. Parce que, avec le leader Kémy Séba, qui s'est beaucoup impliqué à travers le monde, le débat qui était auparavant dans les tiroirs avait refait surface. Ça a beaucoup bougé en Afrique. Alors, rien que pour ça, déjà, on peut se féliciter quand même du combat que nous avons mené et se féliciter également même des acquis engrangés. Le fait déjà de penser à créer une nouvelle monnaie est déjà une victoire. Alors maintenant, est-ce que nous sommes satisfaits du fait que l'ECO est là? Pas totalement. Parce que l'ECO, en réalité, ne répond pas forcément pour l'instant, voilà, aux aspirations des peuples africains. Parce que nous estimons que c'est une monnaie qui est, pour le moment, trop calquée sur l'euro. Et la façon dont l'euro a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, c'est de la même façon que l'ECO aussi est en train de faire ses chemins. Alors, nous attendons de voir, parce qu'aujourd'hui, rien n'est encore plus clair dans cette question de monnaie. Et d'autant plus que, jusqu'à présent, la date exacte, voilà, de la sortie de cette monnaie n'est pas encore claire. On dit 2020, mais jusqu'à présent, rien n'a encore bougé à part la rencontre des chefs d'État que nous avons connue de par le passé. Alors donc, nous attendons de voir exactement, voilà, quelles seront les dernières choses, voilà, qui engendront cette monnaie. Et en fonction de cela, nous pourrons vous dire avec exactitude, voilà, comment notre lutte serait dirigée dorénavant. Mais votre lutte pour le moment, elle est calme, elle est silencieuse? Pas du tout, pas du tout. Et tout récemment, Kémy Séba était à Sochi, en Russie. Et d'ailleurs, je devais y être. Voilà. Donc, c'est dans la même dynamique. Parce qu'à un moment, aussi, il faut savoir se battre sur le terrain. Il faut savoir organiser réellement de grands regroupements, de contestations, comme nous avons fait. Mais aussi, il faut savoir s'entourer d'alliés stratégiques, voilà, pour mener le combat. Donc, je crois que c'est dans cette dynamique que nous sommes. Mais c'est pas, cela ne signifie pas non plus que la mobilisation a pris fin, non. Parce que même récemment au Mali, au Niger, il y a eu des grands rassemblements pour demander le départ des bases militaires françaises en Afrique. Voilà. Et ça a été sous, j'allais dire, la présidente de l'Union panafricaniste. Donc du coup, nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans une dynamique et nous sommes à une phase importante aujourd'hui de notre existence. Et je peux vous dire que c'est déjà pas mal ce que nous avons comme acquis. Et peut-être dans les années à venir, on pourrait se frotter les mains. Alors, à entendre le président ivoirien Alassane Ouattara sur le franc CFA, c'est comme si c'était juste la dénomination, le changement de dénomination, pas grand-chose ne change. Comment est-ce que vous avez accueilli un tel message? Mais nous ne sommes pas surpris. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons dit que la question de l'euro, il faut la prendre avec beaucoup de prudence. Parce que c'est clair que la France n'abandonnera jamais cette monnaie aussi facilement. Et avec un président comme Alassane Ouattara et Macky Sall, on n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est pas évident. Donc aujourd'hui, la jeunesse africaine, cette jeunesse panafricaine qui est organisée au sein de l'Union panafricaniste et des autres organisations panafricaines, doit comprendre que la lutte ne fait que commencer. La lutte ne fait que commencer et les mobilisations doivent être encore plus grandes que nous l'avons connu avant. Parce que tout simplement, c'est un maquillage. C'est juste un maquillage. Et ils sont aujourd'hui dans une dynamique encore de berner le peuple, de berner la jeunesse, de berner les différentes organisations aujourd'hui qui sont contre cette monnaie. Quels sont les chefs d'État qui vous soutiennent dans votre combat? Alors, je ne peux pas commencer à vous citer des noms ici. Peut-être c'est Kémy Séba qui aurait pu mieux vous répondre. Moi, je ne sais pas. Vous êtes ensemble, vous êtes avec eux. Oui, bien sûr, mais je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, nous avons quand même eu des soutiens, mais les noms, je ne pourrais vous les dire. Pourquoi il faut dire que c'est un combat de... Mais bien sûr, non. Mais je pense que ça doit être peut-être une déclaration peut-être officielle de l'Union panafricaniste, ou que ce soit Kémy Séba lui-même qui réponde à cette question. Alors, le combat anti-franc CFA est en même temps un combat contre l'impérialisme, comme certains le disent. Alors, lors de des dernières journées anti-impérialisme, est-ce que vous avez pris part? Bon, nos éléments, oui, mais moi, j'étais pas présent, j'étais pas au Burkina, donc bon, voilà, j'ai pas pris part, mais j'ai salué quand même l'initiative. J'ai salué l'initiative, j'ai soutenu l'initiative, même si c'était à distance, parce que je crois qu'il faut cela. À un moment, il faut que nous comprenions que le combat pour l'indépendance de nos États passe par là. On ne peut pas aujourd'hui vouloir une chose et son contraire. Soit on veut être indépendant, soit on ne veut pas. La France n'est pas là réellement parce qu'elle aime le Burkina Faso.
Elle n'est pas au Mali parce que la France aime le Mali. La France est là pour ses propres intérêts. Et tout ce que nous constatons aujourd'hui comme phénomène de déstabilisation de nos États et autres n'est pas étranger à la France. C'est moi qui vous le dis. Donc il ne faut pas se leurrer. Même toutes ces communications qui essaient de saper un peu les données que nous avons ne peuvent ébranler ce que nous avons comme information et autres sur la présence de l'armée française. Mais pour la France, pas sans accord, pas de présence française. Comment ces accords ont été passés? C'est toute la question. On ne peut pas aujourd'hui... Ça la demande parfois des États, comme l'a dit Macron lors de ce dites-moi aujourd'hui. De toute façon, nous sommes en train de déstabiliser le Burkina Faso. Vous pensez que le président Roch a deux solutions pour tisser des accords lorsqu'il peut sauver son pouvoir ou sa chaise? Dites-moi. Il n'a pas le choix. Parce qu'il tient à sa chaise, donc il ne va jamais laisser sa chaise parce qu'il veut son peuple. C'est une affaire de chaise, ce n'est pas une affaire de sécurité nationale. Quelle sécurité? Vous parlez de quoi? Aujourd'hui, si tu dis à l'armée française de quitter ton sol, il faut aussi être sûr, voilà, de pouvoir faire face jusqu'à la fin. C'est ce que ça veut dire. Mais est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à se sacrifier pour son peuple à tel point de perdre son fauteuil? C'est ça la question. Parce qu'à un moment aussi, il faut le courage, il faut la détermination. Et tant qu'on n'a pas ce courage et la détermination, tant qu'on n'est pas quand même porté par cette volonté de satisfaire comme on appelle, les besoins de sa population, tant qu'on n'est pas décidé à aller dans le sang de sa population, mais écoutez, on ne peut pas se permettre d'engager certains combats. Et c'est ce qui se passe avec nos chefs d'État. Il y a d'autres qui sont venus aussi par le trichement de la France. Mais comment vous voulez que ces derniers s'élèvent aujourd'hui contre la France? C'est difficile. C'est pourquoi nous estimons aujourd'hui que la lutte qui est la nôtre, cette lutte, c'est la lutte de la jeunesse. L'indépendance véritable de l'Afrique ne peut venir que par nous. Et c'est à nous de mener ce combat. Et il faut non seulement mener ce combat, et le combat de la France-Afrique, ce n'est pas seulement contre la France et le système français, mis en place par les politiques françaises. Il y a aussi ces valets locaux, ces présidents aujourd'hui en Afrique qui sont incapables de tenir tête, de défendre les intérêts de leur peuple-là. Tous ces présidents doivent partir. Tous ces présidents doivent partir. Il ne faut pas aujourd'hui se voiler la face. À un moment donné, il faut avoir le courage de demander complètement un changement total et véritable dans nos sociétés. Et c'est maintenant ça commence. Monde politique avec Hervé Ouattara. Nous allons maintenant aborder notre dernière rubrique. Il s'agit des questions diverses. Je rappelle pour ceux qui nous suivent à la radio que Hervé Ouattara est le secrétaire national à la jeunesse et à la mobilisation du MPS, le Mouvement patriotique pour le salut, et donc un parti socio-démocrate. C'est ça. Alors nous allons aborder la dernière question, la dernière rubrique, c'est les questions diverses. 5 ans au Burkina Faso, donc l'insurrection populaire, et en Guinée, à côté, on voit que ça bouge sur fond de 3e mandat de Alpha Condé, ça cristallise les passions. Vous, qui vous revendiquez panafricaniste, que pensez-vous de ce qui se passe en Guinée? Alors, c'est déplorable. C'est déplorable. Ça montre à quel point, jusqu'à présent, l'Afrique refuse le développement. Ça montre également à quel point, sur l'état d'esprit de nos dirigeants politiques et nos responsables politiques. Vous savez, la majeure partie des hommes politiques africains qui ont été forgés dans les écoles politiques européennes, qui n'est pas des françaises, ont toujours réagi de la sorte. Mais venant de Alpha Condé, c'est quand même étonnant. Très étonnant. De son parcours, 40 ans dans l'opposition. Malheureusement, c'est la réalité. C'est la réalité parce que c'est ça aussi. Mais pourquoi vous pointez du doigt ceux qui ont été formés dans les universités européennes, françaises, vous l'avez dit? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont été conditionnés comme ça. Ils sont conditionnés à réagir comme ça, en fait. En réalité, ils ne se voient même plus comme des Africains. C'est des gens qui sont venus pour défendre les intérêts de leurs patrons et tout. Ça s'arrête là. Ceux-là, ce n'est pas des gens qui veulent qui militent pour le développement de l'Afrique. Tout ce qui les intéresse, c'est leur famille. 40 ans d'opposition, le discours d'Alpha Condé aujourd'hui, mais c'est une honte pour l'Afrique. Et en même temps, ça montre à quel point le désespoir ne peut que s'installer en Afrique avec des personnes pareilles. Je suis désolé de le décrire comme ça, mais c'est honteux. Pendant qu'aujourd'hui, on parle de changement générationnel. Pendant que même en France, où on qualifie, où on regarde comme ça, entre griffes, comme étant le berceau, ou si je ne sais pas, l'État, le pays de la démocratie et tout, on a un jeune qui est là-bas, qui ont vite compris les choses. Nous avons nos arrière-grands-parents, c'est comme je disais,
qui occupent toujours le fauteuil et qui veulent toujours s'éterniser et que ça continue. Et c'est pas là-bas seulement, ça continue. Au Cameroun, avec Paul Biya. Mais ça, c'est l'Afrique. Et c'est malheureux. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas deux possibilités aujourd'hui en Afrique. La seule option que nous avons, c'est que la jeunesse s'assure. Que la jeunesse se décide réellement soit à prendre les devants des choses, à s'organiser et à s'imposer, à gérer la chose publique, soit nous nous transformons en mendiants et on serait obligé chaque fois de passer de leader en leader pour étaler notre mendicité. Voilà, et au finish. Pour questions diverses, il y a eu le sommet Russie-Afrique, c'est toujours comme ça, Chine-Afrique, Amérique-Afrique, France-Afrique, Russie-Afrique, un autre sommet Russie-Afrique qui vient de terminer, autant dit que c'est toujours un pays et l'Afrique qui se réunit. Alors vous savez, il y a pendant longtemps, l'Afrique avait été abandonnée à son sort. Hein. L'Afrique a été abandonnée parce qu'à un moment, et après les indépendances, beaucoup se sont dit que l'Afrique ne répondait plus forcément à leurs aspirations. Parce que le monde avait changé de configuration et tout. Aujourd'hui, il faut reconnaître que l'Afrique est devenue le théâtre, et j'allais dire, de grands enjeux, voilà, internationaux et tout. Le positionnement stratégique des pays se fait aujourd'hui en Afrique. Et si vous remarquez, la Russie étant une puissance internationale qui à un moment donné a connu des insuffisances et des difficultés, même économiques, voilà, aujourd'hui a besoin de se refaire, a besoin aujourd'hui de trouver des alliés stratégiques. Est-ce que vous pensez que la Russie peut être mieux par rapport aux autres puissances également qui ont traité et qui traitent depuis longtemps avec l'Afrique? Nous savons tous que économiquement la Russie ne peut pas aujourd'hui être un allié qui puisse aider l'Afrique véritablement à se développer à ce niveau. Mais sous d'autres angles, oui. Nous savons aussi que il y a des questions sur lesquelles la Russie peut véritablement briller. C'est la lutte contre le terrorisme et autres. Je pense aussi que c'est des facteurs qui ont permis à beaucoup de chefs d'État, voilà, d'être présents à ce forum parce qu'ils ont besoin quelque part de l'appui russe pour résoudre un certain nombre de problèmes également. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais savoir vos relations avec certaines personnalités politiques ou des organisations de la société civile. On va aller très rapidement. Safiatou Lopez pour commencer. C'est une grande sœur. C'est une grande sœur. Je l'appelle affectueusement grande sœur. On a mené le combat ensemble. Vous avez lancé Bouribana aussi ensemble? Totalement, oui. Sous la transition, c'était le Sinox. Voilà, nous avons... Et aujourd'hui, comment sont les choses? Elle est militante du MPS? Non, elle n'est pas militante du MPS, je ne sais pas à son bord. Elle est dans son coin, je suis dans mon coin, mais toujours est-il que nous entretenons toujours de bonnes relations, il n'y a pas de souci entre nous. Et Pascal Zaïda? Pascal Zaïda, c'est un ami, c'est un frère. C'est vrai que nous n'avons pas également les mêmes bords politiques, mais n'empêche que nous discutons quand le besoin se fait sentir. Il y a aussi Marcel Tankwano, avec qui vous avez marché ensemble pendant l'insurrection. C'est mon compagnon de lutte. Vous êtes cofondateur aussi de mon compagnon de lutte. C'est mon compagnon de lutte. C'est vrai que depuis un moment, j'ai pris, comme je l'ai dit, un autre virage. C'est vrai que nous ne sommes pas dans le même registre actuellement, mais nous discutons toujours. Il y a aussi Hervé, votre homo, Guy Hervé Kam, du Balai Citoyen. Alors, lui, c'est une relation comme ça. C'est vrai que lui et moi ne sommes pas très proches comme ça. C'est lorsque peut-être il y a des sujets qui nécessitent vraiment que nous parlions, sinon indépendamment de ça, non. Et l'ancien président de la transition, le président de la transition, Michel Kafando, est-ce qu'il y a toujours des relations entre vous? Non, parce que en fait, non, pas du tout. Et le président du CNT, Chérifsi? Alors, depuis qu'il est devenu ministre, votre président, voilà, depuis qu'il est devenu ministre, non, il n'y a jamais eu de contact entre nous. Et il y a aussi, Zida, je n'en parlerai pas, ce n'est pas la peine, vous l'avez déjà dit, vous êtes très proche, mais la dernière fois que vous êtes vu, c'est quand? Je sais que c'est l'an passé, parce que depuis l'an passé, je n'ai pas voyagé là-bas. Oui, cette année du moins. Oui, voilà, cette année, mais je ne me rappelle plus de la date. Là, c'est aussi longtemps que ça, parce que 2019, on est au 10e mois quand même. Ah oui, 11e mois maintenant. Ah oui, voilà, 11 mois, c'est l'année presque finie, donc je ne sais plus c'est la date exacte de cette année.
D'accord. Mais pour terminer, il y a aussi l'actuel président Roch Marc Christian Kaboré. Vous avez fait l'insurrection aussi ensemble. Oui, bien sûr. C'est vrai que depuis un moment, il n'y a pas de souci, je le côtoyais. Mais après avoir compris que les choses ne pouvaient pas changer, alors j'ai pris ma route. Zéphirin Diabré, l'ex-chef de file de l'opposition d'alors et aujourd'hui également chef de file de l'opposition. J'ai beaucoup échangé avec lui, c'est un monsieur que je respecte. J'ai beaucoup échangé avec lui auparavant. Mais comme je le dis aussi, c'est juste sur des questions ponctuelles et du moment. Après ça, non. Vous êtes maintenant ensemble, chef de file de l'opposition. Oui, mais vous êtes assis avec ceux que vous avez chassés hier, ceux du CDP, ceux de l'ADF. Oui. Comment vous regardez? Non, il n'y a pas d'animosité entre nous. De toute façon, les textes disent que nous devons nous retrouver dans un cadre et je crois qu'on s'en tient là. Chacun a sa vision, il n'y a pas de souci. C'est terminé en tout cas. Nous vous disons merci d'être venu. Le temps qui nous a été accordé est terminé. Nous disons merci d'être venu et beaucoup de courage à vous. Au niveau de votre parti politique, le mouvement patriotique pour le salut. Merci à vous. Merci bien. Madame, messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci vous qui l'avez suivi. Au revoir et rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Merci et bien des choses chez vous.